up a rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui, c'est une carte blanche que j'ai proposée à quelqu'un que vous connaissez très très bien, en dehors du fait qu'il soit déjà venu, chez Microciné dans le cadre de l'émission Fait Croquer. C'est le Grimoire d'Arthur, vous le connaissez assez bien, et à l'issue de cette vidéo qui a été publiée il y a quelques mois de cela, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il fallait absolument continuer la conversation et non pas la conclure. Il était d'accord, j'étais d'accord, et donc je lui ai proposé une carte blanche, il a réfléchi, et il m'a dit, j'aimerais qu'on discute sur la violence dans le cinéma, au cinéma, avec le cinéma, on va voir, on va en parler de tout ça. Et bien évidemment, j'étais pour, et ça a mis du temps pour poser les bases, mais en tout cas, il est là, je suis très content. Comment vas-tu ? Bonjour Samir, je vais très bien, comme tu peux le voir dans ce cadre absolument dégueulasse. Mais c'est pas grave, je suis désolé pour le contre-jour, il y aura des frites et un burger sur le côté, mais au moins c'est naturel. Et je vais très C'est bien, ça. merci. Écoute, c'est un peu à l'image de comment on représente la violence dans le cinéma. Si je voudrais faire de la psychologie de bazar, je te dirais que certains ont choisi de l'attaquer frontalement, d'autres ont choisi de la suggérer, cette violence, et puis d'autres ont choisi de jouer aussi avec cette violence. Donc, ce que je vois à l'image, c'est pas, ça me choque pas. Première question très très basique. Alors, bien évidemment, dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez le lien qui renvoie à la chaîne YouTube que je vous invite à regarder du Grimoire d'Arthur. Première question très basique. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cette thématique ? Alors, la violence, c'est... En fait, je sais pas. Je sais pas comment te dire. La violence, c'est pour moi une valeur omniprésente du cinéma. Elle est partout et elle est de plus en plus présente aujourd'hui. On est à une époque où personnellement je me considère comme étant un peu vieux jeu. Je suis pas fan de films d'horreur. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans la violence, notamment dans la violence d'aujourd'hui. Mais je me suis aussi beaucoup interrogé vis-à-vis de ça en fait. C'est un, c'est un thème qui m'interroge, qui me fascine autant qu'il m'interroge. Des fois je vais voir des films et je me dis mais est-ce qu'on devrait faire ça? Est-ce que c'est moi? En fait, c'est un sujet dans lequel je pense que c'est un sujet dans lequel j'ai envie de me construire parce que enfin, comment dire, je trouve qu'on a toujours un rapport à la violence qui évolue. Et j'ai eu un certain rapport aux films et aux séries violentes quand j'étais petit. J'en ai un différent aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ça bouge tellement. Il y a tellement de choses qui se passent avec cet outil. Il y a tellement de choses qu'on raconte au travers de cet outil que je me dis, mais c'est. J'essaie de trouver une image qui soit parlante. Mais c'est. La violence dans une œuvre d'art, c'est un peu comme, comme l'épée de la chevalerie. C'est l'outil presque central pour moi, à mon avis. Je pense que c'est l'arme qu'il incombe de manier avec le plus de sérieux, en fait. Et donc, du coup, je me dis, mais pour comprendre cet outil qu'est la violence, il faut en parler. Il faut en parler avec des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. J'adore en parler parce que je tombe souvent sur des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et je me dis, mais c'est ça que je veux voir. Je veux comprendre ce que j'arrive pas à comprendre. Je veux voir quand est-ce que j'ai tort, quand est-ce que j'ai raison, quand est-ce que je vois quelque chose qu'il faut transmettre ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on me remette à ma place et que je suis en train de penser quelque chose de mauvais. Donc voilà, je sais pas trop comment. Enfin voilà, comme d'habitude, je fais toujours des réponses qui partent en vrille. Mais pour moi, c'est un sujet, c'est tout simplement un débat intéressant pour moi. C'est un outil sur lequel j'ai vraiment envie de débattre. Est-ce qu'il y a comme ça des images extrêmement marquantes qui t'ont aidé à construire ta position vis-à-vis de cette thématique aussi vaste qu'importante dans le cinéma, ou dans l'art aussi en général ? Alors oui, mais en fait, c'est pas tant des images, mais c'est plus plein d'histoires qui m'ont marqué par rapport à ça. Moi, quand j'étais petit, moi et mes frères, mes parents étaient extrêmement vigilants sur ce qu'on regardait. Parce qu'ils ont mal vécu enfin, beaucoup de choses avec la télé, le fait que voilà, des fois tu zappes à la télé, tu tombes sur un truc qui te choque. Ça, c'était quelque chose que ma mère notamment ne voulait pas nous faire vivre.
Et du coup, on a eu beaucoup comment dire, on a eu une éducation liée à ça, mais une éducation poussée liée à ça. C'est-à-dire que parfois on avait des potes qui voulaient nous montrer un film, et ma mère disait non, pas ce film, c'est violent, ça va vous faire peur, vous allez faire des cauchemars et tout. Et donc déjà il y avait une image de ce film qui se créait. Et si tu veux, ça a contribué à me construire des a priori sur les films qui plus tard ont été remis en question. La première fois qu'on m'a montré Pirates des Caraïbes, j'avais, je sais pas, je devais avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et je savais que c'était un film qui allait faire peur. Je savais que dedans il y avait des squelettes. Et on a lancé le film, et vraiment au tout début j'étais super content, c'était vraiment mon premier vrai film de pirate, je savais que c'était un film d'aventure avec de l'action, enfin j'étais tout excité. Mais plus le film avance, et plus je sais qu'il y a un moment où les squelettes vont arriver, et ça me terrorise de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui m'a le plus fait peur, c'est ce qui a précédé la scène des squelettes. Moi je me souviendrai toujours de ce moment où, pour tu vois le film, il y a Will Turner et Jack Sparrow qui se mettent sur la gueule, Jack Sparrow est considéré, est fait prisonnier, et la scène d'après, on a des plans de la ville de nuit. Et donc ça installe une ambiance, un début d'ambiance un peu en suspense, ça fait un peu peur, mais il se passe rien. Et à ce moment-là, j'étais terrorisé parce que je savais pas encore ce que c'était, mais je m'attendais à un jumpscare. J'avais très peur de voir quelque chose. En fait, j'avais peur d'être marqué par ce qui allait arriver. J'avais peur de l'impact que ça allait avoir sur moi. Et ça a été la scène qui m'a fait le plus peur du film. C'est une scène où on voit, je sais plus comment s'appelle la ville, mais la ville où se déroule l'action de nuit. Will Turner ouvre une fenêtre parce qu'il entend du bruit et il voit un chat qui s'en va. Et ça, j'étais terrorisé parce que je me dis qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et une fois que la scène des squelettes passe, en fait, je me dis ok, d'accord, c'est ça. Et après, on passe à la suite. Et ça m'a toujours marqué parce que je me dis mais en fait, j'ai eu peur, mais pas de ce dont j'étais censé avoir peur. Et j'ai compris que on peut avoir peur de plein de manières différentes. Et j'ai aussi compris que il faut faire attention à comment on vend un film, comment on parle d'un film. Pour moi, moins tu en sais sur le film, mieux c'est. Parce que à partir du moment où tu dis à quelqu'un, surtout à quelqu'un de jeune, parce qu'on va être amené souvent à parler des enfants, puisque forcément la violence, les enfants, c'est assez lié. Quand tu parles à un enfant d'un film, tu peux le traumatiser avant même qu'il ait commencé le film. Par exemple, il y a un truc tout bête que je faisais quand j'étais petit, que mes parents me faisaient faire quelquefois, et que jamais je ne veux faire à mes enfants si j'ai des enfants un jour, c'est fermer les yeux pendant une scène. Je pense que ceux qui ont fait comme moi le savent, c'est la pire chose à faire dans un film. Quand on te dit oui, cette scène elle fait peur, donc ferme les yeux, regarde pas. Si tu as un peu d'imagination en tant que gamin, c'est terrible. Parce que tu fermes les yeux et tu as le son. Et le son, il va travailler ton imagination. Et il vaut mieux que tu vois une image un petit peu violente, du style un squelette qui fait un bruit genre, et une fille qui crie, plutôt que tu fermes les yeux, que tu entendes ces cris, ces bruitages, et que tu te fasses une scène qui peut être 1000 fois plus violente dans ta tête. Et comme c'est ton imagination, c'est personnel. Donc la violence devient presque intime à ce moment-là. C'est terrible de faire ça. C'est un message de prévention pour ceux qui ont des enfants. Ne leur dites pas de fermer les yeux pendant une scène violente. Si vous leur montrez un film, après, si tu n'es pas d'accord, tu me dis, hein, mais pour moi, si tu montres un film à un enfant, même s'il fait peur, c'est du début jusqu'à la fin, sans couper une seule scène. Et pardonne-moi de t'interrompre, mais c'est parce qu'on est dans une conversation et ensuite, bien évidemment, tu continueras ce que tu étais en train de dire et je serai là pour te le rappeler si tu oubliais par hasard. Mais pour rebondir sur juste pour t'interrompre quelques secondes, que penses-tu de celles et ceux qui montrent des films donc un peu violents, on va dire même des films d'horreur à leurs enfants qui sont adolescents, enfin à la limite de l'adolescence, des films qu'ils eux-mêmes ont déjà vus, et quand il y a des scènes de violence, ils préviennent en amont leur enfant en leur disant, là, tu vois, dans quelques secondes, il va se passer quelque chose. Mais il n'arrête pas la télé, hein, ou il dit simplement, il va se passer quelque chose, je te laisse gérer ça. Qu'est-ce que tu penses de cette optique? Alors, à titre personnel, encore une fois, pour moi, c'est pas bien. Mais en fait,
Il n'y a pas je vais la jouer un peu autiste Mission Cléopâtre, mais je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise façon de communiquer autour d'un film. Ça va dépendre de chacun. Il y a des gens qui, devant un film, vont engueuler les personnages comme s'ils étaient capables de les influencer en disant mais pourquoi tu fais ça? Tu vois bien quel thème, va pas par là, tu vas mourir. Voilà. Et d'autres qui vont même pas souffler du nez pendant tout le film, mais qui à la fin vont te dire c'était super. Et chacun a son rapport en fait. Donc il y a des gens qui vont te dire ouais, il va se passer ça, machin, fais attention et tout. Pour moi personnellement, je le ferai pas, mais c'est pas non plus. Pour moi, il n'y a pas de question de est-ce qu'il faut le faire ou pas. Là, c'est très personnel, c'est très subjectif. Chacun va faire comme il veut. Euh, Là où pour moi la question de la responsabilité se pose, c'est plutôt dans la. Enfin, si, il y a aussi dans la façon de communiquer autour de la violence, parce que là, je me contredis un peu, mais c'est surtout dans la création de l'œuvre, en fait. C'est là que ça m'interroge le plus. C'est là que je me dis, en fait, quand est-ce qu'un réalisateur peut se dire, je vais m'autoriser cette violence-là? Quand est-ce que la production se dit, on va autoriser les limites d'âge? Ça, c'est pareil, c'est une belle blague, les limites d'âge. Dire qu'un film est interdit au moins de 2 ans, c'est ridicule. Parce que déjà, personne ne va les respecter, c'est sûr. Mais un grand gaillard de 35 ans peut être traumatisé par un film qui ne va rien faire du tout à un gamin de 12 ans. C'est une question de subjectivité. Moi, personnellement, je serais. À la limite, je serais beaucoup plus. Ça me parlerait plus de voir sur une boîte de DVD ou de Blu-ray des indications sur ce qu'il y a dans le film. Attention, il y a des scènes de sexe. Attention, il y a des scènes qui peuvent faire peur spirituellement, parce que dans la violence et dans les films d'horreur, on parle beaucoup de spiritualité. Et il y en a à qui ça fait rien du tout, et il y en a que ça va traumatiser. Ou alors attention, il y a des têtes coupées, il y a du sang, il y a de la torture, des trucs comme ça, quoi. Pour moi, ça c'est beaucoup plus parlant que de dire t'as 16 ans, tu regardes pas le film. C'est absurde. Mais là, je digresse un peu. Non, non, tu digresses pas du tout. Parce que, tu vois, moi, quand j'étais enfant, jusqu'à peut-être, jusqu'au début de mon adolescence, je n'avais pas le droit de regarder les films d'horreur. C'est-à-dire que j'étais pas dans cette idée. Je n'avais pas le droit. Et Moi je ne aussi. pouvais pas. Et il n'y avait pas besoin de tergiverser. C'était non. Et ça s'arrêtait là. Mais j'avais un cousin qui a. Enfin, je l'ai encore, il a 3 ans de plus que moi. Et moi, je suis un enfant de 76, donc j'ai vécu et je suis contemporain de la naissance de Canal+. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et Canal+ a apporté certaines configurations que nous ne connaissions pas auparavant. J'entends là par là, par exemple, le sport, les films d'horreur, les films X aussi. C'était un événement pour les enfants et voire adolescents que nous étions, dire il se passe quelque chose aussi de ce point de vue. Mais il y avait les films d'horreur. Et les films d'horreur, c'était 3 samedis sur 4. Et bien évidemment, 84, 85, j'avais 8, 9 ans et c'était interdit pour moi. Mais mon cousin qui avait 3 ans de plus que moi, lui avait ce droit de regarder. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que je lui posais d'innombrables questions sur le film qu'il venait de voir, et lui donc était obligé d'endosser le costume du conteur, voire même beaucoup plus. Il était obligé d'endosser le costume aussi du critique de cinéma malgré lui. C'est-à-dire que je lui demandais aussi comment était la scène. Ne me raconte pas forcément l'histoire. Raconte-moi comment. Alors, j'utilisais pas ces mots-là, mais en fait, je lui disais comment est mise en scène. Comment elle est, la mise en scène. Ouais. Et donc, j'ai, entre parenthèses, vu, tu ne peux pas savoir le nombre de films d'horreur à cette époque-là. Et. Mais ça fait des bons souvenirs, c'est bien. Ah bah attends, tu vas rigoler. C'est que tous ces films d'horreur, je les ai finalement, réellement vus pour la première fois des années après. Et il n'y a pas eu un moment où j'ai été. À chaque fois que je les voyais, enfin, j'étais toujours déçu. Pourquoi ? Parce que j'avais quelque chose qu'on appelle l'imagination, qui à un moment se retrouvait confronté au réel. Et je trouvais que l'imagination était plus intéressante que le réel. Donc, la plupart des films d'horreur, même des grands films d'horreur, des grands classiques de cette période-là, ne m'ont jamais interpellé quand je les ai réellement vus. Et donc, c'est pour ça que moi, avec ma fille aînée, pendant de très longues années, je lui ai montré des films d'horreur
plus ou moins ambitieux, artistiquement parlant, mais il y avait, c'est vrai, dans un premier temps, cette idée de dire ah, quand même, attention, là, je ne sais pas ce qui va se passer. En fait, peut-être que je n'avais pas trop confiance, je ne sais pas en elle, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films comme ça où je lui ai un peu spoilé le truc, mais je sais que maintenant, ce sont des moments qui lui ont été importants pour elle, et quand elle m'en parle, elle me dit qu'elle les a quand même vécus, ces moments horrifiques. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de lui dire parce qu'elle est assez grande. Mais ce que je veux dire, c'est que ça l'a aussi aidé énormément à se construire et à créer une distance avec l'horrifique. Ça veut dire que très souvent, elle n'est pas choquée, en fait, par ce qu'elle voit. Elle l'a banalisé. Elle l'a banalisé. Tu as employé un mot très bien, c'est la distance, en fait. Pour moi, quand on communique sur un film d'horreur, il y a cette envie de créer de la distance. Et ça, c'est ce que mes parents faisaient aussi souvent. Moi, je me souviens d'un film, je sais pas, on avait 10-12 ans dans ces eaux-là. C'était Speed. Tu te souviens de Speed avec Keanu Reeves, le bus qui ne peut plus s'arrêter parce que sinon il explose, voilà. Et donc au tout début du film, il y a cette scène d'attentat dans un ascenseur, je crois. Et donc il y a un gars qui va en tuer un autre en lui plantant un couteau dans la tête. Et en fait, je me souviens de cette scène parce que mon père à côté nous a expliqué au moins 10 fois que c'était du cinéma, mais avec un peu d'humour. C'est-à-dire qu'il nous expliquait que la scène, ils l'ont refaite 10 fois avec un faux couteau, machin, du faux sang, machin, en mimant pour nous faire rire un peu et pour un peu ridiculiser la violence de la scène et nous dire, ben voilà, les gars, prenez pas ça au sérieux, c'est un film, faut pas oublier que c'est pas la réalité et comme ça tout ira bien. Et comme ça, on arrive à créer une distance. Mais pour moi, le problème, c'est que si tu crées de la distance, tu fais moins peur. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Après, toi, ce que tu racontes avec ta fille, c'est l'inverse. Donc, à mon avis, là, c'est vraiment dans l'art de communiquer, en fait. C'est si tu arrives à bien vendre un film. Moi, maintenant, quand je vais voir un film au cinéma, je fais très attention à ce que je dis sur le film, parce que je veux pas survendre un film aux autres, et je veux pas les décevoir dans la description que je fais. J'ai pas envie de leur dire. Par exemple, quand quelqu'un me dit il est comment le film, je vais pas passer 5 minutes à énumérer tous les défauts du film, selon moi, parce que ça va pas du tout donner envie de voir le film. Mais en même temps, si je passe mon temps à dire c'est le meilleur film du monde, c'est une révolution et tout, le gars il va aller voir le film, il va sortir, il va me dire mais je suis déçu parce que je m'attendais pas à ça. Et avec l'horreur, c'est pareil, avec la violence, c'est pareil. Si on survend la violence, ou alors si on la communique merveilleusement bien, comme toi avec ton cousin, si vous échangez bien, ton imagination fait un super travail, à tel point que quand tu vois le film, tu es déçu. Mais si... En fait, il y a toujours un message dans la communication. Et ce message, c'est quoi? C'est est-ce que je veux pas que tu vois ce film? Est-ce que, attention, ça fait peur? Ou est-ce que c'est trop bien? Ou est-ce que je veux que tu sois fasciné par ce que j'ai vu? Et tout va dépendre de ce que tu veux communiquer. Si tu veux mettre en garde sur le film, il faut faire attention à jusqu'où tu vas dans la mise en garde, parce que sinon tu peux briser pour moi l'expérience du film. Mais la violence, quand elle est abordée frontalement ou quand elle est suggérée, n'importe quel film, n'importe quel pays même, hein, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Argentine, que ce soit la France, etc. Elle dit aussi quelque chose de la société normalement. Un film dit quelque chose de la société. Et cette utilisation de la violence, ce questionnement de la violence, dit quelque chose de la société. Je pense notamment récemment, enfin je dis récemment, et maintenant je crois qu'il y a... Je crois peut-être il y a 10 ans, ou je sais plus, le film de David Cronenberg, History of Violence, qui dit ce qu'elle dit. Ça raconte un certain état des lieux de la violence aux États-Unis. Dans ces moments-là, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, ce film-là, je ne l'ai pas vu. Je vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas trop me baser dessus. Mais quand tu parles du film qui questionne la société, le dernier en date qui me vient, c'est Joker, évidemment, avec Joaquin Phoenix. Bien sûr. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec un ami il y a encore 2-3 jours. On parlait beaucoup de Joker. Et en fait, c'est pareil, la volonté de questionner la société, elle est bien évidemment louable. Il faut questionner la société et la violence est un outil qu'il ne faut pas négliger. C'est pas parce qu'on n'aime pas, je sais pas, les fantômes qu'il faut interdire la censure, par exemple. Moi, j'ai connu des gens qui voulaient censurer la violence et pour moi, c'est pas ça la solution. Parce que je suis d'accord pour dire qu'il y a des trucs qui sont trop violents des fois. Mais
La solution ne sera jamais la censure. Ça, c'est sûr. Si un film est extrêmement violent, ça entraîne beaucoup de questionnements pour moi, mais ça n'entraînera certainement pas un désir de censure. Un film comme Joker, c'est un film qui, d'ailleurs, pour moi, Joker, il y a 20 ans, on ne pouvait pas le sortir. C'était très ambitieux, et le côté dérangeant du film, je pense que le fait de suivre un personnage dans la folie, dans une descente aux enfers, en fait, jouer la fascination de la violence. Joker, à la base, c'est un méchant de Batman. C'est un méchant, et c'est tout, et voilà. Et plus le temps passe, plus on dégage une espèce d'affect, une affection pour le personnage. Avec Heath Ledger, qui est mort pour son personnage, on lui a offert un Oscar parce qu'il est mort pour son personnage. Et moi, c'est le premier moment où je me dis, mais c'est bizarre quand même. Parce qu'on a un gars qui est mort à cause de ce personnage. On devrait avoir de la peine, on ne devrait pas le féliciter, on devrait être tous terriblement tristes de cette histoire. Et en même temps, on est tous fiers, on est tous d'accord pour dire que le Joker de Heath Ledger est excellent. Et pour moi, c'est comme quelque chose, comme si on soupçonnait pas ça, tu vois, comme si on se disait, après tout, c'est du cinéma, c'est pour de faux, donc c'est pas grave. Mais il y a quand même des vraies conséquences à ça. Et donc le personnage de Joker est devenu petit à petit une légende, le méchant le plus adoré de tous les temps, avec Dark Vador et Sauron et Voldemort. Et aujourd'hui, on fait un film dans lequel on nous demande d'empathir pour le Joker. Et en fait, on finit par donner une excuse à l'existence du Joker. Et c'est dérangeant. Et c'est le but du film. Et le film veut être dérangeant. Je me souviens plus du nom du réalisateur. Je vais pas dire de bêtises pour être sûr. Mais le réal veut nous déranger, veut nous choquer, veut nous mettre mal à l'aise, parce qu'il explique quelque chose qui est intelligent. La descente aux enfers dans une société où le personnage de Joaquin Phoenix est écrasé par son environnement jusqu'à ce qu'il décide de tout foutre en l'air. J'en parlais avec un ami il y a 2-3 jours. On connaît tous la scène culte de Joaquin Phoenix qui descend les escaliers en descendant. Et ce côté descente aux enfers, il est heureux de descendre dans les enfers. Mais ce que j'avais pas remarqué et qui m'a fait remarquer, parce que j'ai vu le film qu'une seule fois, c'est que avant cette scène, tout le long du film, tu le vois souvent monter les escaliers. Et tu le vois galérer pour monter les escaliers. Et il y a un côté, le personnage veut aller vers le haut, veut monter, veut y arriver. Mais il n'y arrive pas, et à un moment donné où il va craquer, et il va dire à tout le monde d'aller se faire foutre. Et c'est là qu'il descend en dansant, parce que c'est tellement plus facile de descendre, que de monter. Et le message, il est clair, mais en fait, il y a le message, et il y a l'inspiration que ça peut poser derrière. Encore une fois, c'est un message qui est important. Mais moi, c'est là où je m'interroge vraiment, je me dis, mais c'est un film qui va nous faire bader. C'est un film qui va nous déprimer. Et c'est un film qui nous dit que c'est plus facile de tout laisser tomber que de lutter pour y arriver. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, en fait. Ce côté, la trace que ça peut laisser dans l'inspiration, finalement. Alors, plusieurs choses. Déjà, le réalisateur du film s'appelle Todd Phillips. J'étais pas sûr, mais voilà. Ouais, c'est pas grave ça. Alors, je ne pense pas que il y a 20 ans de cela, ce film n'aurait pas pu exister. Si, je pense qu'il pouvait exister, vu que dans les années 90, il y a eu bon nombre de films qui étaient archi-violents et beaucoup plus violents que celui-ci. Je pense notamment à Tueur né d'Oliver Stone, par exemple, pour ne citer que oui, que ou ça. comment il s'appelle, ce film très connu là non, j'ai oublié. Mais tu sais, une famille j'ai pas vu le film pareil, mais c'est connu. Une vidéo du Fossoyeur des films dessus. Je crois que le titre, c'est en anglais, mais ça veut dire les rejetés du diable, The Devil Rejects, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, ça pareil, c'est les années 70, je crois, ce film. Il n'y avait pas eu un remake ou je ne sais quoi. Je sais pas. Bref, en tout cas, je pense que c'était possible. Je crois que il y a un contrat invisible qui s'est installé entre le cinéaste et le spectateur. Et le contrat, il est très simple. Le cinéaste fait confiance au spectateur. Il lui fait confiance. Je pense que parce qu'il lui fait confiance,
il peut se permettre des expérimentations visuelles, des expérimentations psychologiques. Il peut se permettre aussi de lui proposer des choses qui sont dans sa tête et pour voir comment il les partage. Et je crois qu'à partir du moment où le cinéma, pour moi, je pense que le cinéma, c'est surtout le fait que on sort du cadre et ça donne quelque chose d'indicible finalement. Et je crois que le spectateur a conscience de cela et que il faut qu'à un moment ou à un autre, le spectateur se retrouve seul avec lui-même pour gérer cet indicible. Je pense que il faut qu'on nous fasse confiance. Et c'est à nous de gérer tout cela. Je crois que quand Todd Phillips réalise Joker, qui entre parenthèses, moi, n'est pas un film que j'apprécie pas particulièrement, mais je ne lui vois pas des moments qui vont complètement déstabiliser le spectateur et être dans la même position morale instable que le personnage du Joker à la fin du film, où il pète un câble et il fait ce qu'il fait. Non, je pense pas que... Je ne pense pas qu'un film, ou alors, il y a eu des exceptions, mais alors vraiment, elles sont extrêmement... Enfin, je veux dire, il y en a quelques-uns, et c'était lié surtout à une période de l'histoire, comme par exemple la Seconde Guerre mondiale, et des films de propagande. J'en pense à un notamment qui s'appelle Le Juif Sus, qui avait été réalisé par Veit Harlan dans les années début 40, ou qui disait très simplement, il faut tuer les Juifs. Il faut les tuer. Voilà. C'est un film qui le dit. Hein. Il y a un personnage dans le film qui le dit. Tuons les Juifs. Bon, là, on comprend que c'est quand même un film qui avait été produit par Goebbels, par les nazis. Je veux dire, il y a un contexte. Mais à part cela, qui est pas évident quand même. Mais à part cela, je ne peux pas penser qu'il y ait cela. Après, je peux accepter aussi que un spectateur est unique, donc il a une sensibilité qui est différente. La mienne est différente de la tienne, donc et c'est à nous de gérer avec cela. Ou alors c'est à nous d'encadrer les plus jeunes spectateurs et leur expliquer ce qu'ils doivent voir et ce qu'ils ne doivent pas voir, parce qu'il y a tout cela. Moi, je pense que c'est pas qu'un film est innocent, soit, mais c'est un film provoque effectivement des choses qui sont indescriptibles, mais ça provoque quelque chose et ça va nous construire aussi. Du coup, je réagis parce qu'on parle de deux choses en même temps, mais elles sont toutes les deux intéressantes. C'est vrai que tu as raison quand tu te dis que il y a 20 ans, Joker aurait pu sortir. Je me trompe en disant ça parce que je repense. Bref, c'est pas la première fois qu'on fait des films dérangeants. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que un film comme le film Joker, quand il est sorti, il a eu un côté blockbuster. Là où des films d'horreur vraiment dérangeants dans les années 90 et avant, pour moi, avaient un statut propre à leur image. C'est plus ça que je vois. En fait. Massacre à la tronçonneuse dans les années 70 a provoqué quelque chose. Orange Mécanique, c'est un film qui a été interdit. Oui, mais tu vois, c'est un film qui a dérangé, quoi. Oui, exactement. Pour des bonnes raisons. Enfin, pour des raisons normales. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal qu'il y ait des gens qui aient été choqués par le film, quoi. Alors que Joker, pour moi, quand il est sorti, c'était un nouveau film de super-héros, en fait. Et c'est là où ça m'a interrogé. Je me suis dit, mais j'ai plus l'impression d'aller voir un film où justement il y a cette appréhension, où on se dit, attention, c'est un film qui fait peur, c'est un film qui va être choquant. Je pense. Alors, j'essaie de pas trop digresser parce que là, j'allais parler de Tarantino juste après, mais avant de parler de Tarantino, de quoi on parlait? On parlait donc du fait qu'il pouvait pas être fait il y a 5 ans, et il y a 20 ans. Il y a 20 ans, exactement. Et après, je parlais du fait que le spectateur et le cinéaste ont un contrat entre eux, que le cinéaste fait confiance au spectateur. C'est ça, voilà. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, quand on va voir un film, on a une responsabilité en tant que spectateur de savoir créer de la distance avec ce qu'on regarde, de tout ça à la fois. Mais du coup, j'ai envie de dire aussi, comme tu l'as fait, tu l'as dit à la fin, c'est que chacun a son, comment dire, chacun a sa subjectivité et sa façon de réagir à un film. Et on n'est jamais à l'abri de ce qui va choquer un spectateur plus qu'un autre. Moi, quand j'ai vu Le Seigneur des Anneaux pour la première fois, j'avais 10-11 ans. Et je l'ai vu avec mon frère jumeau et mon frère aîné qui nous l'a montré, qui faisait pause pour nous expliquer un petit peu tout le film, machin. Et Le Seigneur des Anneaux, c'est pas un film d'horreur, c'est un film avec des choses qui font peur, mais c'est pas considéré comme un film vraiment d'horreur.
Et on a adoré et tout machin. Et un peu plus tard, il y a mon petit frère, à qui on décide de le montrer. Pareil, il a 10 ans, quelque chose comme ça. Il a l'âge qu'on avait quand on l'a vu, du coup on se dit, c'est parti et tout. On lui montre la communauté de l'anneau, et on apprend que la nuit, il a eu du mal à dormir, qu'il a eu passé un mauvais moment, etc. Et du coup, le lendemain, on décide d'en parler. Pour éviter que ça soit un sujet tabou, la violence, je me dis, il faut, voilà. Donc on en parle un peu. Et moi, je disais à mon petit frère, c'est quoi qui t'a fait peur? C'est quoi? C'est les orques? Oui, c'est vrai, ils sont pas beaux, il y a des têtes coupées, des trucs comme ça. Et lui, il me dit non. Et c'est un truc qui est toujours resté chez lui. Il m'a dit, moi, tu me mets un mec écartelé, des têtes coupées, du sang, ce que tu veux, ça me fait rien du tout. Par contre, un truc comme les Nazgûl, il me dit, moi, ça m'a terrifié. Et c'est juste un petit exemple, mais tout ça pour dire que dans un même film, il peut y avoir plusieurs choses qui vont choquer. Ou pareil, des trucs tout bêtes, mais qui vont nous choquer par rapport à notre vécu. On n'a pas le même rapport à la mort, à la torture, à toutes sortes de violences. Et j'ai vu plein de personnes, en fait, vraiment, comment dire, désapprécier, qui n'ont pas réussi à apprécier un film parce qu'il y avait des choses qui leur évoquaient quelque chose de beaucoup trop personnel. Et d'autres personnes qui se disaient, mais moi, ça me fait rien du tout. J'ai bossé dans un cinéma pendant 3 ans à peu près. Et un jour, il y a la suite de Ça qui sort. Ça 2, chapitre 2. Et donc, il est 23h30. Toutes les salles sont déjà lancées, machin. On attend juste que les gens aient fini le film. Et je vois 2 nanas qui sortent de la salle, un peu en rigolant, et qui s'en vont, en fait, en plein milieu du film, en nous disant ouais, mais enfin, ça fait pas peur du tout, c'est nul, machin. Et elles sont. Et en fait, je leur en veux pas, mais je me disais, mais j'avais envie de leur répondre, mais bien sûr que si, ça fait peur. C'est terrible ce film. Il faut pas. En fait, c'est là où j'arrive sur la responsabilité du spectateur, c'est que on peut pas faire une généralité et partir du principe que le spectateur va être responsable. Il y a des gens qui ne vont pas l'être, il y a des gens qui vont être traumatisés, et pire que ça, il y a des gens qui ne vont pas mesurer en fait l'impact d'une violence. Et c'est ça qui m'amène à Tarantino. Tarantino, moi, c'est un réal que j'aime pas spécialement. J'ai beaucoup aimé Reservoir Dogs. Je trouve que Pulp Fiction est un excellent film. Mais le reste de sa filmographie, je le trouve pas mal. Mais ce qui me dérange avec Tarantino, c'est le rapport qu'on a en tant que spectateur à ses films. Quand je suis allé voir Once Upon a Time in Hollywood avec des potes au cinéma, le film était intéressant et tout. Et à la fin, il y a cette scène ultra violente et qui procure une sensation de plaisir parce qu'on sait que les personnes qui sont tuées sont toutes des saligots, machin. Mais j'ai entendu, à ce moment-là dans la salle, les gens rire. Et vraiment rire comme dans un film comique. C'est-à-dire que la fille se prend un téléphone dans le visage, elle se fait cramer dans la piscine à la fin. Tout le monde était explosé de rire. Et applaudissait à la fin. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? À quel moment on est rendu à ce stade où on se divertit autant de la violence? Et ce qui me dérange avec Tarantino, c'est que je sais que c'est le but de nous divertir avec la violence. Et c'est là où la responsabilité du créateur, elle entre en jeu pour moi. Je me dis, mais moi, je rêverais de faire des films, je rêverais de faire des films violents, mais pour moi, je ne conçois pas l'idée de faire de la violence un outil de divertissement. J'ai un peu extrapolé. Non, pas du tout. Pas du tout. Tarantino et le questionnement de la violence, c'est vrai que c'est un sujet qui lui est propre depuis pas mal de films déjà. Je n'ai aucune réponse à cela. Juste par rapport à cet exemple précis, Once Upon a Time in Hollywood, il y a l'idée que il s'attaque, enfin je veux dire, comment je pourrais te dire ça? Oui, il y a l'histoire, la grande histoire, et il y a lui comment il la voit cette histoire, comment il lit cette histoire. Et l'histoire, il la lit autrement. Donc il se venge en quelque sorte, et parce qu'il se venge, il est dans, parce que déjà le concept de revisiter cette histoire et finalement de tout changer. Ça participe aussi à comment il va traiter cela, donc de manière un peu ludique et voire même très surréaliste. Et il va faire quelque chose que beaucoup de gens ont voulu faire, à savoir que ça ne se passe pas ainsi, que ça se passe autrement, que celles et ceux qui ont malheureusement
massacrer Sharon Tate et ses amis, et ben finalement ils vont eux se faire massacrer. Et c'est à ça qu'il joue en gros. Et alors est-ce que ça le justifie ou pas? C'est autre chose. Mais moi en tout cas à ce moment-là c'est comme ça que je voyais le truc. Alors effectivement c'est une séquence d'une très très grande violence, extrêmement violent. Et mais comme Tarantino a toujours eu cette capacité à démystifier tout ce qu'il touche, bah, il démystifie aussi cette violence. Et donc, il casse la distance, il la brise en 1000 morceaux, et finalement, tout est pris non pas au premier degré, mais au quatrième ou au cinquième degré. Alors que si on s'intéresse à ce qui se passe actuel à ce moment-là, c'est juste dur, très dur. Mais lui, il démystifie tout. Il a toujours tout démystifié. Inglourious Basterds, la séquence finale d'Inglourious Basterds, c'est une démystification aussi. Donc c'est comme ça que je vois la chose. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as une position, comment dire, tu es un moraliste. C'est pas un mot grossier. J'essaye de pas l'être. Pas un mot grossier. Oui, mais non, c'est pas un mot grossier, moraliste. On est moraliste, on est tous moralistes dans le sens où quand on a des positions assez fermes et radicales devant une manière de montrer. Qu'est-ce qui est montrable, qu'est-ce qui n'est pas montrable? Tu vois, par exemple, la grande question, est-ce qu'on peut tout montrer concernant la Shoah, par exemple? Ça, c'est la grande question du cinéma depuis qu'il y a eu la Shoah, malheureusement, il y a eu des films qui ont essayé de la questionner, de questionner la Shoah, et tu as beaucoup de gens qui disent on peut pas faire ça. La vie est belle, on peut pas faire ce qu'a fait Benigni dans la deuxième partie de son. Spielberg ne peut pas faire ça avec comment il filme le rafle du ghetto de Varsovie. Il peut pas montrer comme ça. Enfin voilà, il y a plein de choses de ce genre. Et donc ce sont des questions éthiques et moralistes en même temps en quelque sorte. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de voir que tu es extrêmement moraliste vis-à-vis de ça, de la thématique de la violence. Mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, de cette violence extrêmement morale et psychologique? C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément montré, qui est carrément suggéré, mais qui quand même peut avoir des répercussions assez fortes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu pourrais me donner des exemples? Parce que là, je suis pas sûr de bien situer le... Ouais, bien sûr. Une répercussion sur une violence morale, je dirais par exemple... Même sans prendre un film en particulier, genre, de quelle violence tu parles exactement? Oui, non, ce serait plutôt... Attends, ce serait bien de trouver un exemple précis. Par exemple, quand tu regardes un documentaire sur les répercussions de la guerre d'Irak sur les soldats américains. On va dire que le cinéaste, à ce moment-là, choisit non pas de montrer donc frontalement les violences physiques, mais plutôt les paroles. Il écoute ceux qui sont revenus de cela. Cette violence-là, quand elle est questionnée quand elle est utilisée dans le documentaire ou dans la fiction, comment toi comment tu la vis cette violence-là? Alors, je suis désolé, je suis pas sûr d'avoir compris, donc je vais te demander de développer un peu parce que je veux pas me tromper dans ce que tu m'expliques. En fait, tu parles de la violence suggérée quand elle n'est pas montrée, c'est ça? Voilà, et donc elle est morale et psychologique. C'est-à-dire que Voilà, tu as une situation qui est devant toi, qui est très très violente parce qu'elle produit comme répercussion sur la vie de quelqu'un. Et donc là, à ce moment-là, comment tu vis ça, toi? En fait, encore une fois, là, ça va dépendre du rapport qu'on a à ce qui est évoqué. Si dans un film, dans une fiction, on parle je sais pas moi, on parle de violence, donc allons-y, quoi. Mais si on parle du viol d'une femme, il y en a à qui ça va, enfin, j'espère pas quand même, mais il y en a à qui ça va pas faire grand-chose, et d'autres que ça va beaucoup plus choquer. Il y en a que ça va plus choquer que d'autres. Et en fait, à ce moment-là, et c'est là où, la violence suggérée m'intéresse, parce que c'est la preuve que c'est pas le visuel qui domine tout le temps. Je trouve qu'on vit une époque où les films sont de plus en plus violents, où l'horreur est de plus en plus spectaculaire. Et on essaye toujours de faire de plus en plus peur. Alors qu'il y a des scènes terribles qui peuvent nous traumatiser sans avoir besoin de voir quoi que ce soit. Parce que sinon, les livres ne seraient pas violents, les chansons ne seraient pas violentes si c'était juste le visuel qui dominait. Game of Thrones, c'est un bon exemple.
On a des scènes terribles, mais à plusieurs dosages différents. Des scènes de viol où on voit tout, et des moments où justement, toujours dans le viol, mais il y a des scènes de viol qui sont censurées, qui sont suggérées. Moi, il y a une scène qui m'a fait énormément de mal. C'est un personnage féminin qui se fait violer, mais hors champ. C'est-à-dire qu'on ne voit rien. Il y a deux personnages qui sont en train de discuter en même temps, et on l'entend juste hors champ. Et c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on te dit de fermer les yeux parce que c'est trop violent, ça rend pas la scène moins violente, au contraire, c'est pire. Mais pour moi, c'est beaucoup plus intelligent de suggérer une violence, plutôt que de se dire... Pour moi, les gens qui se disent, si je veux que ce soit violent, il faut qu'on voit le plus de choses possible. Pour moi, ça, c'est des gens qui maîtrisent... Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas compris de la violence, mais la violence, c'est un outil, et chacun s'en sert comme il veut. Mais pour moi, il n'y avait rien de plus bourrin que de se dire, je veux que ça soit violent, donc il y aura du sang, du sexe, du viol, tout ce que tu veux, machin, et on verra tout à l'écran. Si tu veux, mais c'est un type de violence. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est la façon la plus... On se prend pas la tête. On se pose pas la question de la mise... Enfin, si, on se pose la question de la mise en scène, mais pour moi, il y a des manières beaucoup plus poétiques de raconter des choses violentes. Par exemple, un de mes films préférés, c'est Les Sentiers de la Perdition. Donc, dans ce film, on suit l'histoire d'un petit garçon, le fils de Tom Hanks, Mike Sullivan, qui un jour se cache dans la voiture de son père et découvre ce qu'est le travail de son père, c'est-à-dire un mafieux, un assassin, etc. Et il y a cette scène où il va assister à un meurtre, mais caché. Et il va être caché derrière un mur. Et on a la scène de son point de vue. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette petite, ce plan de caméra qui tremble, qui bouge à droite à gauche, qui regarde ce qui se passe. Et on a des images violentes. On a un mec qui se fait tirer une balle dans la tête et un autre qui sort sa mitraillette et qui tire dans tous les sens. Mais il y a un côté censuré de par le cadre, mais qui rend la scène vivante parce qu'on est avec on est avec ce petit garçon et on a ce point de vue de petit garçon. Mais je parle du cadre, mais la musique aussi joue là-dedans, le texte joue avec ça. Et ça, je trouve ça magnifiquement violent. Alors que les mecs auraient pu faire... j'ai vu le dernier Suicide Squad aussi, et là, pour prendre un exemple opposé, pour moi, un exemple opposé, c'est le dernier Suicide Squad, où là, on fait des plans au ralenti des balles qui se logent dans les yeux de machin, on fait des éclaboussures de sang, ça se jette sur des monstres, ça les ouvre en deux. Et tu dis, ok, d'accord, c'est très violent, c'est dégueulasse et tout, mais ça raconte pas l'histoire. Pour moi, j'ai l'impression d'être au cirque devant un spectacle d'hémoglobine, et c'est tout. Alors que, donc oui, la violence suggérée, en fait, j'ai quand dans mon adolescence, j'ai souvent connu, comme toi, les films d'horreur, ça m'était interdit. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de regarder mes premiers films d'horreur. Et en fait, c'était pas quelque chose, je l'ai pas vécu comme une contrainte. C'était pas, moi je voulais en regarder, mes parents étaient pas d'accord. J'ai été éduqué comme ça et j'ai accepté l'idée qu'il y avait des films qui étaient dégueulasses et qu'il fallait pas les regarder. Et du coup, j'ai totalement après, ça m'a conduit à des erreurs de jugement. J'avais des potes qui regardaient des films d'horreur, et moi, à 12 ans, je me disais, ouais, mais en fait, c'est pas des gens bien parce qu'ils regardent des films d'horreur. Heureusement, j'ai plus le même avis aujourd'hui. Mais quand du coup, on n'avait pas les mêmes références de films, moi, mes références de films à 12 ans, c'était Narnia et le Seigneur des Anneaux, et les autres, c'était Silent Hill et d'autres films d'horreur, des trucs comme ça. Et des fois, genre, je montrais Narnia à des amis, et ils me disaient, mais c'est pas du tout violent, c'est niais. Et ça me choquait parce que c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a des choses qui sont très violentes, mais pour moi, on ne mesure plus le degré de violence parce qu'on est habitué à quelque chose de beaucoup plus violent dans la vie de tous les jours. Enfin, je dis dans la vie de tous les jours, mais enfin, c'est aussi bien au cinéma que dans la vie de tous les jours. En fait, on vit dans une époque avec beaucoup de violence aux infos et tout. On est conditionné dans la violence. Résultat, quand tu regardes un truc comme Le Monde de Narnia et que tu as une scène qui reprend d'un certain point de vue la crucifixion, avec le lion Aslan qui décide de sacrifier machin. Cette scène, elle est très violente. On a le lion qui est désymbolisé par ses ennemis. On lui coupe sa crinière, on le maltraite, on l'attache, on le tue. Il y a un côté très sectaire. La musique est très très bien faite. Et moi, je trouve cette scène géniale, la scène de la table de pierre. Mais j'ai l'impression d'être un peu le seul à trouver que cette scène est violente. Parce qu'elle ne me choque pas, cette scène. Elle ne m'a pas fait faire de cauchemar. Mais pour moi, il y a de la violence dans cette scène. Et j'ai trop l'impression qu'aujourd'hui, on va se dire que c'est pas une scène violente
parce qu'elle ne nous a pas choqués. Parce qu'il n'y a pas eu ce côté spectaculaire de violence, ce côté... on prend ce côté, en fait, violation de quelque chose. Parce que la violence, c'est ça, c'est violer une loi, c'est violer quelque chose de sacré. C'est quand on... Une scène de meurtre, c'est violer la notion de vie. Une scène de viol, une scène de torture. Mais même un mec qui parle en langage grossier, une scène où quelqu'un va se mettre à insulter son ami avant de lui coller un poing dans la figure, c'est une violation de l'amitié, de la communication, de la parole. Et en fait, pour moi, je sais pas comment te dire, mais c'est la violence est aussi suggérée là-dedans. Au théâtre, quand il y a une scène poignante d'engueulade, on n'a pas besoin de flot d'hémoglobine ou de scènes de torture pour être pris par la violence. Si l'acteur est bon, ça suffira. Et j'ai l'impression qu'on perd un peu ce repère, si tu veux. Et du coup, pour revenir à ta question, la violence suggérée, pour moi, c'est la meilleure utilisation de la violence. Pour moi, quelqu'un qui suggère la violence le fait avec beaucoup plus de subtilité et beaucoup plus de pertinence que quelqu'un qui va juste vouloir me choquer. Voilà. J'imagine qu'aujourd'hui, avec les films qu'on reçoit en plein visage, et avec souvent la banalisation de la violence, tu dois être parfois extrêmement déstabilisé par ce que tu vois. En fait, déstabilisé, non, mais triste. J'ai regardé Squid Game, par exemple, pour parler d'actualité, et j'ai vraiment regardé parce que j'ai vu que c'était connu. Et tout le monde disait, wow, Squid Game, incroyable, machin, ce personnage, c'est insupportable, machin. Et je dis, ok, bon, je vais regarder ça. J'ai du temps à perdre dans les transports. Je sors mon téléphone, je regarde parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et pareil, j'ai l'impression que cette série, on l'aime pas pour les bonnes raisons. Je vais spoiler un petit peu la série, mais la série est intéressante parce qu'elle raconte quelque chose de terrible et de vrai. Mais en plus, c'est une série sud-coréenne, donc on a un point de vue qui est culturellement différent. Et ça, c'est super. Quand regardez un film ou une série qui vient d'un autre pays, tout change. On voyage dans une histoire et en même temps, on retrouve des valeurs communes. C'est super intéressant de faire ça. Je connais pas beaucoup le cinéma sud-coréen. Je sais que Squid Game, on n'est pas représentatif. Mais du coup, voilà, le rapport à l'argent, le rapport à la valeur d'une vie, qu'est-ce que c'est? J'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes. Mais pour le coup, oui, la fin du premier épisode m'a dérangé parce que je me suis dit, mais la fin du premier épisode, c'est les mecs jouent à 1, 2, 3 soleil, et c'est là c'est là qu'on voit le twist, c'est que les perdants du jeu sont éliminés, sont tués. Et donc, il y a ce moment où ils sont 400. Ils viennent de voir le premier mec se faire buter par 1, 2, 3 soleil, et il y a du coup 200 personnes qui se jettent sur les portes pour s'enfuir. Et le robot voit qu'ils sont en train de bouger alors qu'ils jouent à 1, 2, 3 soleil, il les bute tous. Et on a 200 personnes qui se font... On assiste à un meurtre de masse. Et là, je me dis, mais... Moi j'ai eu l'impression de voir Enfin, moi, ça m'a évoqué des périodes sombres de notre histoire. Moi, ça m'a évoqué des trucs comme la Shoah. Et je me suis dit, mais comment on peut jouer la carte du divertissement avec une scène pareille? Alors, pourtant, ça raconte une histoire vraie. Enfin, pas une histoire vraie, mais ça raconte quelque chose de très important. Donc, c'est intéressant. Mais en fait, c'est là où je me sens un peu, pour parler crûment, parce que je sais pas comment dire, mais le cul entre deux chaises. Je connais pas d'autres expressions, mais bref, pour parler un peu crûment. Tu es partagé. Je suis partagé, je suis tiraillé en fait. Je suis un peu comme tiré dans 2 sens opposés. Entre d'un côté le fait que la violence est un outil et il faut raconter des histoires avec, et de l'autre, moi en tant qu'artiste, que créateur de contenu, et si un jour j'ai l'occasion de faire des films plus tard, je sais que je veux faire attention à la violence. Et je sais que je veux raconter des histoires violentes. J'ai déjà des histoires en tête que j'aimerais raconter. Et je me dis, je ne veux pas que ma violence serve à juste foutre une tarte dans la gueule des spectateurs et qu'ils soient là, genre, waouh, je me suis pris une tarte, c'est trop bien. Non, c'est comme l'alcool. C'est pas parce que tu bois 3 litres de bière avec des amis que
que tu fais pas ce qu'il faut, ça peut faire du bien. Mais si tu fais n'importe quoi avec l'alcool, au bout d'un moment, tu vas te ruiner la santé. Et moi, la violence, c'est pareil. C'est si on fait n'importe quoi avec, si on passe son temps à se baigner dans l'ultra-violence, bah, plus rien va nous choquer. Et voilà, quoi. Pour finir sur Squid Game, j'aime beaucoup le deuxième épisode parce qu'il raconte quelque chose de très intéressant, le fait que les personnages ont l'occasion d'arrêter de jouer, mais ils se rendent compte que leur vie est tellement misérable à cause de la société d'aujourd'hui que finalement, le jeu n'est pas plus cruel que la vraie vie. C'est un peu le message, quoi. Mais plus tard, enfin, à part après l'épisode 2, j'ai l'impression que la seule... Après, c'est que mon avis, hein, voilà, mais j'ai l'impression que la suite de la série se résume à du voyeurisme de la part du spectateur qui va se dire qu'est-ce que... C'est quoi le prochain jeu? C'est quoi le prochain jeu absurde qu'ils vont leur faire faire? Et juste parce que je viens d'y repenser, ça m'a rappelé une vidéo que j'avais fait. J'extrapole un peu, mais si tu veux réagir avant, je sais pas, je veux pas Non, t'empêcher de non, parler. non, non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. D'accord. C'était il y a 2 ans à peu près. Pour Halloween, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur. J'ai envie de faire une vidéo spéciale Halloween. Voilà. Et je sais pas si tu connais ce youtubeur Sofiane. Oui. Voilà, il fait des tournois, etc. Et à ce moment-là, je vois qu'il sort une vidéo sur les films d'horreur. Un tournoi, c'est quoi le meilleur film d'horreur et tout. Et j'avais une idée de vidéo, je me suis dit, ok, j'ai une réflexion et j'ai envie de la narrer un peu. Donc du coup, j'ai enregistré une voix off et j'ai enregistré, enfin j'ai écrit un texte, mais qui résumait un peu la réflexion que je me suis faite par rapport à ça. Donc c'est comme une petite histoire. Je vois la vidéo de Sofiane qui dit, je veux, je vous ai demandé de me citer vos films d'horreur préférés. Et moi je réfléchis, je me dis, je suis pas doué en films d'horreur, je connais pas beaucoup de films d'horreur. Donc je vais voir sur internet. C'est quoi les références de films d'horreur? C'est quoi les films d'horreur les plus connus? J'en connais sûrement plein, mais il y en a peut-être que je connais pas. Et là, je tombe sur Les Dents de la Mer. Je vois Les Dents de la Mer avec écrit en dessous film d'horreur. Et je m'interroge, je me dis, mais c'est pas un film d'horreur, Les Dents de la Mer. Donc, du coup, je commence à poser des questions à droite à gauche à des amis. Je leur dis, pour toi, est-ce que les Dents de la Mer, c'est un film d'horreur ou pas? Et tout le monde me répond, non, c'est pas un film d'horreur. Je fais une petite recherche. Enfin, je continue mes petites recherches. Je regarde la définition d'un film d'horreur. Je me dis, ben, techniquement, si on s'accorde à la définition de Wikipédia, Les Dents de la Mer, c'est un film d'horreur. Je commence à regarder un petit peu le... Moi, je t'aurais répondu, oui, c'est un film d'horreur. Hein. Ah, intéressant. Et film d'épouvante même. voilà. Et en vrai, il y a des codes intéressants dans ce film parce que bah c'est un film de monstre, il tue tout le monde et à la fin, le film se termine sur la libération par la mort de cette créature. Donc il y a des codes si on nous explique officiellement que c'est pas un film d'horreur, je maintiendrai quand même que c'est un film qui a des codes de film d'horreur. Et tout simplement parce que le film est tout à fait comparable à Alien, le 8e passager. Et là, j'ai un déclic, et à nouveau, je décide d'appeler les gens autour de moi, et je leur dis, est-ce que Alien, pour vous, c'est un film d'horreur? Et là, les réponses sont plus mitigées. Les gens me disent, oui, non, c'est un film de science-fiction, c'est pas vraiment de l'horreur. Et il est aussi dans le tournoi de Sofiane. Les Dents de la Mer, je crois qu'il n'est pas dans le tournoi, mais à ce moment-là, le film Alien est dans le tournoi de Sofiane. Donc il est considéré comme un film d'horreur pour lui. Et lui, Fascam, dit, Alien, c'est un film de science-fiction, mais c'est aussi un film d'horreur. Donc là, les avis sont plus mitigés. Et à un moment donné, j'ai un déclic, en fait, dans la vidéo que j'avais écrite, je me dis, mais en fait, Alien est encore un film d'horreur pour l'instant. Et c'est un peu le message que je voulais transmettre avec la vidéo. C'est je me dis, mais si on se réfère... Après, je sais que le tournoi de Sofiane n'est pas une référence, je le sais bien, mais c'est quand même intéressant de travailler là-dessus. Et je regarde qui a gagné le tournoi du film d'horreur de Sofiane, et c'est le remake de ça qui a gagné. Et il me semble que son adversaire, c'était soit Shining, soit le premier film ça. Je me semble que c'était Shining. Et il y a vraiment une notion de l'ancien contre le nouveau. Et c'est le nouveau qui l'a emporté. Et en fait, c'est le message que je transmettais à la fin. Et j'ai décidé de ne pas sortir la vidéo parce que j'aimais pas le ton du message que je prenais. C'est-à-dire que la vidéo, elle s'appelle Peur de rien. Et la conclusion que j'apportais, c'était que le cinéma est devenu de plus en plus violent. Et plus le temps passe, plus en fait, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que d'après moi, il y a une notion d'habitude qui s'inscrit dans la violence. On fait des films violents comme Les Dents de la Mer,
ça cartonne à la sortie, c'est incroyable, ça dérange certains, ça en traumatise d'autres. L'image des requins, on n'en parle même pas. Et un jour, ça fait plus peur. Les gens sont habitués, les gamins regardent ça à 10 ans, ça leur fait plus rien. Et du coup, les cinéastes se disent, voilà, et les cinéastes se disent, bah ok, si ça fait plus peur, on va aller chercher autre chose. Et on va chercher des trucs comme Alien. Là, c'est encore pire parce que c'est dans l'espace, il y a quelque chose de claustrophobe dans ce film, mais c'est une grande réussite, les gens ont peur. Mais pareil, plus tard, les gens se lassent. Et plus on avance, plus on se dit, ok, les gens veulent plus, on va avoir plus. Et ça rejoint un peu la morale de Jurassic World. On dit que le film Jurassic World, que j'aime pas du tout, mais voilà, ferait soi-disant une métaphore du cinéma, parce que les gérants du parc veulent créer des nouveaux dinosaures, parce que les anciens dinosaures ne font plus rien aux visiteurs, en fait. Et c'est un peu pareil avec les films. On essaye de créer des films de plus en plus violents, on s'attaque au spirituel. Moi, je me souviens, pour la promotion du film La Nonne, que j'ai pas vu, parce que j'aime pas trop ce genre de film, mais je me souviens qu'il y avait des interviews qui jouait sur le côté backstage du film. C'est-à-dire que les interviews, c'était oui, le réalisateur, il a fait des cauchemars, l'actrice, elle a eu des visions, machin, ils ont vu machin. Et là, tu te dis, ok, on a tellement envie de vendre le film, on a tellement envie de faire peur aux gens, qu'on va aller au-delà du film. On va aller faire peur aux gens jusque dans le vrai, en fait. Après, c'est pas nouveau, mais voilà. Et plus le temps passe, plus on va chercher la violence. Et la morale que j'avais faite de cette vidéo, c'était... Le risque avec tout ça, c'est qu'un jour, on risque de ne plus avoir peur de rien. Et qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là ? Qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là si on n'a plus cette peur qui nous préserve du danger et qui nous maintient en vie ? Et encore une fois, tu vois, je te dis, j'ai pas sorti la vidéo parce que, même si je suis d'accord avec ce que j'ai écrit, je trouve que... en fait, je voulais pas que mon message, ça soit « Attention, les films d'horreur, c'est pas bien ». Je voulais pas véhiculer ce message. Et dans ma vidéo, j'avais trop l'impression de véhiculer ce message. Et du coup, je me suis dit, bon, la vidéo ne sort pas. J'y réfléchirai, je verrai si je peux faire ça autrement. Mais je reste quand même d'accord avec ce que je dis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc voilà. Mais on va bientôt clôturer, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, ma fille, pardon de revenir là-dessus, qui donc a bientôt 15 ans, les types de films d'horreur qu'elle voit ne l'impressionnent pas forcément. Mais je me souviens de lui avoir montré Shining, et elle avait vu aussi en parallèle Midsommar. Bah, tu vois, ce sont des films qui l'ont impressionné. Et je prends comme exemple un film qui date des années 60, fin 70, et un autre film qui est plus récent. Mais ça l'a quand même impressionné. La violence, elle est là. Elle est légèrement plus suggérée. Mais... pardon. Il va y avoir un montage, donc ça c'est bien. Voilà, merci. Et oui, non, ce que je veux dire, c'est que ça l'a beaucoup plus impressionné. Donc je ne pense pas que on finira par ne plus avoir peur de quoi que ce soit. Ça m'étonnerait, je crois. Et excuse-moi encore une fois de plus, parce que j'ai encore éternué, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi. Ah, putain, montage. Et donc voilà, donc 1, 2, 3. Et je dis donc, je ne pense pas qu'on finira par ne plus avoir peur de quoi que ce soit. Je crois tout simplement que chaque décennie apporte une manière de questionner l'effroi. Il s'avère que depuis maintenant 20 ans, peut-être, je dis bien peut-être 20 ans, et je ne suis pas sûr de l'âge, qu'on a plus tendance effectivement à vouloir l'aborder de manière beaucoup plus frontale. Mais il y a encore des moments comme ça, et j'ai l'impression que ça revient un peu, peut-être, où on est plus dans la psychologie réelle et dure. Et c'est assez... Après, oui, chacun a sa propre subjectivité. Moi, je ne suis pas pour un retour aux sources. Il s'avère que, oui, j'ai été élevé beaucoup plus... J'ai déjà moi-même, mon rapport au film d'horreur, c'est fait de manière plutôt dans l'imagination par rapport à ce que je t'ai raconté. Mais même si je suis un enfant 76, les années 80 et 90, c'était assez ouvertement identifié. Donc, moi, ma sensibilité, voudrait que je suis beaucoup plus à l'aise avec des films qui se permettent de me faire confiance et donc de développer mon imagination. Moi, je suis super preneur de ça. Les films qui ne me font pas confiance, c'est-à-dire qu'ils sont dans la surenchère d'effets
pour questionner l'effroi, ceux-là, j'ai beaucoup de mal. Et ils me font beaucoup plus rire, d'ailleurs, littéralement parlant. Donc, pour ne pas nommer la trilogie de Conjuring, ça me fait rire, ça. Mais réellement, je rigole devant ces films-là. C'est pas une question d'avoir peur ou pas, c'est une question que le film ne me fait pas confiance. Mais en même temps, j'accepte aussi que c'est une manière de questionner cette peur et elle peut être aussi intéressante, peut-être, mais ça, voilà. Donc, c'est pas évident cette question de la violence. Parce c'est que... très très vague comme thème. C'est très vaste et il y aurait plein de choses à dire parce que là j'ai l'impression qu'on vient tout juste de commencer le sujet, tu vois. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça promet peut-être autre chose. En tout cas, dans les commentaires, si vous en avez à en faire, n'hésitez pas. C'est intéressant de lire un peu ce que vous en avez pensé. Nous, c'est une espèce d'ébauche, en tout cas, qu'on voulait faire, de converser autour de cela. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup plus approché peut-être de l'horrifique. On va dire ça comme ça, parce que la violence généralement est associée à ça. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, c'était un plaisir de t'écouter en parler. Et encore une fois de plus, je te dis pas, je mets pas de points, mais je mets plutôt des points de suspension. On se reverra pour discuter autrement, autre chose. Je sais pas sur quoi, mais en tout cas, c'est avec plaisir. Et on avec fera grand plaisir. Ça. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. Dans le descriptif, vous trouverez le lien qui renvoie à la chaîne d'Arthur. Allez-y, le grimoire d'Arthur. Et puis, on se tient au courant. Très bonne journée à toi. Merci à toi aussi. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle